Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Matin Libre Télévision pour ce nouveau numéro de Matin Libre Sport, votre rendez-vous hebdomadaire du sport où passion sportive et actualité se rencontrent pour votre bonheur. On vous offrira encore un plateau complet avec beaucoup de sport aujourd'hui. Dans un instant, nous allons revenir sur les temps forts du week-end sportif au Bénin. Puis, nous recevrons sur ce plateau Clément Loko, bosseur béninois, 3 fois champion d'Afrique poids plume, avec qui nous parlerons de sa carrière et les défis et surtout le combat à venir concernant donc cet athlète béninois. Il sera également avec nous Géraud Langenfin, journaliste sportif à Matin Libre pour faire le point de la phase intermédiaire de handball, les adversaires de nos clubs en Coupe d'Afrique et quelques autres infos qu'on va vous servir dans ce numéro de votre émission Matin Libre Sport. Mais avant, place maintenant au récap qui se fera donc avec beaucoup d'éléments. On va vous installer avec le jingle. Ça se fera donc avec Géraud Langenfin, comme je l'annonçais donc en début d'émission. Géraud, bienvenue pour ce numéro de Matin Libre Sport. Bonjour chers amis sportifs, ravi d'être avec toi mon frère. Voilà, auspice. Dans ce récap, nous allons parler en tout cas en premier de cette formation donc des encadreurs sportifs de handball qui a eu donc lieu au Bénin du 2 au 6 août 2025, 42 donc encadreurs sportifs, entraîneurs donc ont pu décrocher leur licence D de l'IHF. Nous allons suivre l'élément qui conclut un peu cette activité de la Fédération béninoise de handball. Ils sont 42 à franchir une nouvelle étape dans leur parcours d'encadrement sportif. Après 5 jours d'intenses travaux, mêlant théorie et pratique, ces entraîneurs viennent de recevoir leur licence D de la Fédération internationale de handball. Un moment fort qui a permis à l'experte formatrice de saluer l'organisation de la session et l'engagement des participants tout au long de la formation. Tout a été bien organisé. On a été accompagné du début jusqu'à la fin sans aucune erreur sur le plan organisation. Les stagiaires ont travaillé dans de très bonnes conditions. Ils ont très bien travaillé. Ceci dit, il y a de la réussite et il y a des personnes qui demandent à être soutenues et accompagnées. Du côté des nouveaux diplômés, l'heure est à l'engagement. Je voudrais vraiment m'adresser à notre formatrice, l'experte, avec qui nous avions passé une bonne période de formation. Nous avions appris beaucoup de choses. Elle a dépoussiéré beaucoup de choses dans nos têtes. Et c'est l'occasion pour nous de dire, lorsque nous allons retourner à nos lieux de travail, nous allons essayer de mettre en application tout ce que nous avions appris pour le bonheur des enfants. Et l'enjeu est de taille. Comme le rappelle ici le président de la Fédération béninoise de handball. Il faudra désormais mesurer l'impact de ces nouvelles connaissances sur la performance des athlètes. On ne voudrait pas que vous soyez venus que pour le parchemin, on voudrait que vous soyez venus pour de la connaissance. Et donc, si tout le monde a pris de la connaissance, si tout le monde a eu de la connaissance, en réalité, vous n'avez plus besoin des parchemins. Vous avez besoin d'aller sur le terrain et de nous démontrer que le ministère ne s'est pas trompé, que la Fédération béninoise ne s'est pas trompée, que l'IHF ne s'est pas trompé en croyant en nous, que la CAB peut continuer par croire en nous. Donc, pour nous, au niveau du comité exécutif, l'objectif est loin d'être le parchemin, mais l'objectif, c'est la quantité de connaissances que vous avez reçues et surtout, quelle part de cette connaissance vous allez transmettre sur le terrain pour que nous puissions sentir très vite au niveau de nos athlètes, au niveau de la discipline. Présent tout au long du processus, le gouvernement béninois, à travers le ministère des Sports, appelle les récipiendaires à faire preuve d'ambition et de leadership pour hisser encore plus haut le niveau du handball national. Souvenez-vous, la licence D IHF n'est pas une fin en soi. C'est une porte d'entrée.
Elle vous engage à la rigueur, à la formation continue, à l'éthique et à un respect des valeurs du sport. Le Bénin a besoin d'entraîneurs compétents, mais aussi de leaders sportifs capables d'inspirer, de transmettre la passion, de construire la génération performante. La licence D de l'IHF est le début d'une série de 4 autres qui attendent donc ces encadreurs du handball. Voilà, Jérôme, vous avez suivi un peu cette actualité de la formation de 42 entraîneurs. Désormais, ils ont la licence D de l'IHF et puis c'est tout à l'honneur de la Fédération béninoise de handball. Ça, c'est devenu une habitude au niveau de la Fédération béninoise de handball. Oui. La performance, vouloir la performance, c'est de former, des cadres compétents. Et depuis l'avènement de ce comité exécutif dirigé de main de maître par le président Sidiki Karimou, oui. L'objectif premier de ce comité, c'est quoi? De mettre des gens qualifiés à la disposition du handball béninois pour pouvoir avoir des résultats probants. Et après plusieurs formations, dont ceux de la catégorie de la licence C, B. Maintenant, c'est la D. C'est la première d'ailleurs, c'est le premier diplôme certifiant au niveau du domaine du coaching en matière de handball. Et il y a 42, comme vous l'avez su bien dit, 42 Béninois qui détiennent actuellement cette licence-là. Cette licence, donc c'est à la titre de cette fédération et ce n'est que le résultat que nous avons déjà vu la fois dernière au niveau des Champions League, des Champions League des clubs, avec la deuxième place remportée par l'équipe de Flores. Donc c'est en formant des gens que nous aurons cette performance-là. Ces gens de performance. Et il faut remercier au passage aussi le ministère qui n'a pas d'ailleurs se mettre en rade de cette initiative. Et le ministère a su bien, comme on appelle, accompagner la fédération dans cette dynamique par le biais de la direction de la formation, la direction du sport et de la formation sportive dirigée par un certain Okri Novillon, un connaisseur du qui était aussi présent pour cette cérémonie de clôture. Bien à l'ouverture qu'à la clôture. Oui. Donc il faut féliciter la Fédération béninoise de handball qui fait cette initiative une priorité. Au-delà des lauriers qu'on peut jeter à la Fédération, à quoi on peut s'attendre désormais sur le terrain par rapport aux jeunes athlètes qui seront formés par ces différents encadreurs qui désormais détiennent la licence T? Si je parlais tantôt de la fédération, du ministère, c'est que le ministère a besoin de bien qualifier. Pour les classes culturelles surtout. Pour les classes sportives. Classes sportives plutôt. Pour les classes sportives. Donc, nous avons des classes sportives, c'est une belle initiative, mais nous n'avons pas de la matière grise pour pouvoir encadrer ces gens-là. On dit de façon vulgaire que les élèves sont à l'image de leurs enseignants. Et nous avons eu à faire des prouesses, mais il ne faudrait pas que ça soit des miracles à plein temps. Donc il faut former des gens, il faut former les petits avec de la matière. Et qui pour faire ces genres de choses, ce sont des entraîneurs. Et ce n'est pas tous ceux qui ont eu à faire des carrières dans une discipline donnée qui deviennent systématiquement des spécialistes, des coachs. Donc ce que nous constatons avant, c'est ceux qui ont déjà eu à pratiquer la discipline. Je transforme en coach. Oui. Mais le ministère a vu juste avec, comment on appelle, avec la fédération, en collaboration bien avec la fédération, ils ont mis à la disposition du handball béninois maintenant 42 braves citoyens, La ressource humaine de qualité, comme vous l'avez titré dans votre page. Il faut s'attendre à ça, que pour les fois à venir, vous aurez à constater des élèves, des universitaires, des étudiants qui seront plus aptes
à pratiquer cette discipline qu'est le handball béninois. Et c'est tout au bénéfice du sport béninois. La formation est assurée par une experte. Oui, une experte venue directement de la Tunisie, et qui a été envoyée par l'instance fêtière du handball mondial. Donc c'est une dame qui maîtrise ce qu'elle a enseigné, et elle a enseigné avec un dévouement, et il a le rendu, et déjà à la fin de la séance, à la fin de cette formation, elle a jugé, elle s'est exprimée. Elle a dit qu'elle a eu à travailler avec des gens, avec des apprenants, si je peux des stagiaires, en tout cas dévoués. Dévoués, très dévoués. Et les stagiaires aussi lui ont rendu le même, comment on appelle, la monnaie. La monnaie, si on peut s'exprimer. D'ailleurs, on l'a eu à la fin de la cérémonie de clôture. Avec elle, on a fait un peu le point de ce qu'a été donc cette formation-là pendant les 5 jours, sur les grands axes sur lesquels elle a pu faire cette formation-là pour ses 42 entraîneurs. On va la suivre dans cet entretien rapidement. Nala Boudina, présidente de la commission méthode et entraînement à la Confédération africaine de handball, et conférencière à la Fédération internationale de handball. Pendant 5 jours, vous avez assuré la formation de 42 encadreurs pour l'obtention de la licence D de l'IHF. D'abord, dites-nous, c'est quoi la licence D de l'IHF? La licence D de l'IHF, elle a pour objectif de développer les compétences en termes de formation des entraîneurs sur les fondamentaux de la discipline. Donc c'est un peu l'entame des diplômes sur les 4 niveaux existants au niveau de la Fédération internationale de handball. Quels sont les grands axes sur lesquels se sont basées cette formation de 5 jours? On a essayé de développer un peu les connaissances de base, c'est-à-dire surtout, et on a travaillé sur la psychomotricité, la motricité générale et spécifique des joueurs, la communication avec les joueurs, les nouvelles tendances du handball actuel. On a actualisé un peu les connaissances par rapport à ce qui se passe, les compétitions qui représentent les finalités pour atteindre des objectifs de haut niveau. Donc on a travaillé un peu, ils ont vu des compétitions de haut niveau, comment les niveaux sur ces différents aspects. Et là, ils sont conscients de l'évolution du handball de par le monde d'aujourd'hui. Différents modules ont été donc faits en pratique ou bien rien qu'en théorie? Non, en pratique et en théorie et pédagogie aussi. Parce que la majeure partie des entraîneurs qui sont là, ils sont en activité sur des structures d'accueil différentes, soit sur des clubs, soit dans les classes sportives. Il y a un grand nombre au niveau des classes sportives. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui le ministère des Sports qui s'implique à fond aussi. Franchement, c'est une chance que d'avoir pour la fédération de handball, qui est une fédération très dynamique et qui veut réellement changer les choses, se trouver accompagné par le ministère qui croit en les possibilités de la fédération. Moi, je dirais c'est une chance pour le futur du handball au Bénin. Et après 5 jours de renforcement de capacité, comment est-ce que vous appréciez le niveau de ces 42 formateurs, encadreurs que vous aviez pu former? Franchement, il y a ceux chez qui on voit le démarrage des changements. Il y a d'autres qui résistent un peu au changement. Je dirais qu'il faut qu'il y ait une période pour assimiler, pour comprendre, pour s'y mettre, pour s'imprégner de ces nouvelles tendances. Et au fur et à mesure,
qu'ils avancent avec bien sûr l'implication de la fédération représentée par son DTN Basile Noatin qui était avec nous, qui m'a assisté, il m'a très bien assisté. C'est une valeur sûre au niveau de la fédération béninoise. Je dirais que ces personnes seniors qui sont responsables de la formation au niveau et de la direction technique, au niveau de la fédération, ils doivent continuer à encadrer ces jeunes anciens joueurs qui, la formation demande à être soutenue beaucoup plus que 5 jours que nous avons eus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le handball béninois a de beaux jours devant lui? Absolument, partout. Si on se met à travailler avec une méthodologie, avec un vrai projet de développement derrière, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail qui paye un peu partout. Hein. Et un mot pour conclure cet entretien avec nous. Moi, je dirais que cette formation s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Je remercie la fédération et je remercie aussi le ministère. C'est une exception quand on passe aujourd'hui sur une formation, retrouver le ministère qui est derrière, qui accompagne à chaque étape, ils étaient là tous les jours aux petits soins. On se doit de se dire nous avons une chance en handball au Bénin que d'avoir cet accompagnement vraiment soutenu. On vous retrouve bientôt. Inch'Allah, comme on dit. Merci beaucoup. Merci à vous. La phase intermédiaire de la Move League de handball a donné son coup d'envoi samedi dernier dans l'enceinte surchauffée du Hall des Arts de Cotonou. D'entrée, le public a eu droit à des affiches alléchantes, à l'image du choc très attendu chez les dames entre Flowers et Flambeau. Un duel qui a tenu toutes ses promesses, alliant intensité, technicité et suspense. Ce n'est pas anodin pour nous parce que pour nous, on devait gagner, on a gagné. Nous respectons beaucoup l'adversaire, mais c'était quand même à notre portée. Flambeau est en reconstitution, d'ailleurs c'est mon club formateur. Flambeau c'est une très belle équipe, donc les filles sont en train de grandir et je pense que le niveau d'ici les playoffs, elles feront de très belles choses. Nous sommes championnes en titre, donc c'est toujours maintenir notre titre et pour pouvoir aller défendre ce titre à la Coupe d'Afrique. Je ne suis pas déçue, seulement que je n'ai pas d'effectif. Donc mes enfants sont un peu fatigués, je n'ai pas le choix, je n'ai pas la manipulation qu'il faut. On va se reprendre pour revenir après. C'est un adversaire de taille, tout le monde le sait, tout le monde connaît Flowers. Donc bon, on s'est donné, mais ça n'a pas donné. Le résultat escompté n'a pas été ce qu'on voulait. Il y a aussi les joueuses, sincèrement, elles ne se sont pas données comme il faut. Ça, il faut l'avouer. Je n'ai pas les ailes. Les ailes m'ont vraiment trahi. Mais ça peut aller. Non, cette phase intermédiaire, normalement, il y a une équipe qui devait descendre normalement chez les dames. Mais on ne pense pas descendre. On ira jusqu'au bout. Chez les hommes, l'un des temps forts de cette première journée fut le flamboyant affrontement entre Aspac et les académiciens. Un match rythmé, marqué par de belles séquences, où chaque équipe a tenté d'imposer son style, offrant au public une opposition à la fois tactique et spectaculaire. Avec cette entame riche en émotions, la Move League de handball confirme qu'elle sera encore, cette saison, un véritable régal pour les amateurs de la petite balle dure. Et voilà donc ce qui s'est passé donc pour cette première journée. Et quelques résultats rapidement. Vous avez suivi l'impression d'abord, on l'a vu à Flambeau, qui est pratiquement en reconstruction, qui a courbé les chines contre les jeunes dames de Flowers CNSS.
il faut savoir que le club de Flambeau, c'est un club formateur et c'est un club qui donne de la matière aux... Elle a dit, l'entraîneur assistante de CNSS qui a dit, de Flores CNSS qui a dit que oui, c'est son club formateur, Flambeau. Voilà, donc c'est un club qui fournit la matière première déjà un peu bonifiée au grand, si on peut se dire, hein, parce que sur ce match, c'est comme la nuit et le jour. Voilà. Donc Flores, c'est un prétendant au titre. Par contre, Flambeau, c'est une équipe qui a plein temps en reconstruction parce que les bonnes graines sont jetées dans les autres formations et continuent pas former. Donc, moi, je n'étais pas surpris du résultat qui est venu au terme de cette rencontre. Par contre, il y a d'autres qui sont... On a eu un Asso modèle chez les dames qui a battu donc Asso Volcan 29-28, un match très serré. Un match très serré et il faut savoir que c'est à l'expérience que ça s'est joué. Et puis Flores CNSS, comme on l'a dit chez donc, les hommes, qui a battu Énergie Handball Club. Difficile apprentissage pour les promus. Pour les promus, très difficile. Est-ce que c'est un club promu? Meilleur de sa catégorie, la Ligue 2, et un nouveau qui rencontre d'entrée le champion. Donc la hiérarchie a été respectée. On peut dire qu'ils ont essayé quand même. Ils n'ont pas été ridicules. Ils n'ont pas été ridicules et dans la compétition, ça va s'intensifier. Et puis Flores chez les dames, on l'a vu, en image a battu donc Flambeau et 38-18. Aspac chez les hommes a battu donc Académicien 34-22. 34-22 et moi, c'est une très bonne entrée pour les Portugais de la Les leaders confirment alors leur suprématie quand même. Oui, les grands, pour la première journée, les grands ont confirmé leur place et c'est bien pour la beauté du jeu. Et quant aux petits maintenant de pouvoir montrer leurs ambitions, parce qu'il y a des places à pouvoir pour les playoffs. D'ailleurs, c'est le dernier tournant, le dernier pour pouvoir accéder aux playoffs. Donc, c'est sûr. Et chez les dames, Adidja Handball Club qui a pris le meilleur sur donc Aspac. 28, 21. La rencontre entre Adidja, Aspac ou bien Adidja, Flores, ces rencontres sont des rencontres très disputées et nous avons eu droit à une rencontre très disputée le samedi dernier au Hall des Arts. Et in fine, ce sont les militaires d'Adidja qui ont gagné. Donc. Et chez les hommes, Asso Modèle, comme tu l'as dit, Asso Modèle a perdu face à Adidja. Adidja qui fait bonne impression. Adidja, actuellement, ça fait partie des meilleurs clubs actuellement au pays. Il y a, si ce n'est pas la deuxième position, c'est souvent la place de leader. Donc, face à un Asso Modèle qui, plus tard, peut faire mieux. Et Adidja a voulu entrer dans la compétition avec la meilleure manière, donc ils ont pu imprimer. C'est rare de le voir donc en handball un match nul, 24-24 entre ASEC Handball Club et Buffle. C'est bien rare, mais nous avons eu cette rareté aujourd'hui, voilà. ce samedi, et ça fait bien. Ouais. Ça voudra dire que les deux équipes se sont neutralisées, oui. se sont mis dans le match avec toutes leurs énergies et on n'a pas pu trouver de vainqueur ni de vaincu. La deuxième journée avec des surprises, Aspac qui confirme d'abord d'entrée avec 40-21 face à Asso Volcan, et puis Flowers qui a perdu chez les hommes face donc à Asso Modèle. Asso Modèle qui a perdu la veille contre Adidja, oui. Qui joue. Asso Modèle joue déjà ses plus grands matchs. Dès le début, il a joué Adidja et joue Flores. Mais la surprise est que cette équipe a pu gagner Flores. Mais il y a un bémol, il faut le dire, et Flores est venu de façon très réduite, venu avec une équipe, avec un effectif, j'allais dire, un effectif très réduit, parce qu'il y a 4 de ces cadres qui ont été blessés.
lors de la première journée. Et malheureusement, lors de cette rencontre, un autre en a été victime. Okay. Donc, Flores est dans une dynamique assez critique. Nous sommes au début. Nous, on attend voir les autres résultats, mais c'est déjà une très grosse sensation dans cette phase intermédiaire de la Ligue. Et puis chez les dames, Flambeau qui poursuit donc avec la ligne rouge qui a été battue 29-31, 29-31 par Asso Modèle. Oui, Asso Modèle. Chez les dames. Chez les dames. Asso Modèle, dans le classement, ce n'est que la hiérarchie, parce que Asso Modèle, ça fait partie des. Si on fait le classement de façon, Asso Modèle doit être la 4e équipe au niveau des clubs féminins, doit être la 4e équipe, mais Flambeau joue à sa place. Énergie Handball Club n'en peut vraiment pas jusqu'à la deuxième journée. Il a été donc battu 25-32 par Adija Handball Club. Chez les hommes, bien sûr. Chez les hommes, l'apprentissage est difficile. Et dans ce temps-là, l'académicien qui est son dauphin pour la phase, en tout cas la première phase, a battu donc Buffle 24-13. C'était la deuxième journée, était une journée déception. Oui. Déception et que on a vu, comment on appelle, Asso Modèle battre, comment on appelle, Flores, et les académiciens qui sont allés chercher l'équipe de Buffle, de Parakou. Donc il faut dire que c'est un championnat, c'est une phase intermédiaire qui sera âprement disputée et nous attendons simplement les prochaines journées pour pouvoir... Et chez les dames, Flores qui poursuit donc sa belle performance sur cette belle lancée et a battu donc Adija 32-23. Pas de surprise. Pas de surprise. Nous allons maintenant partir du côté donc du football. On va parler de ces clubs béninois, des 2 clubs béninois qui sont qualifiés donc pour la Coupe d'Afrique, les Coupes d'Afrique au plan continental. Donc ils seront face à des adversaires qui sont connus désormais. On prend le cas du champion du Bénin. De la SONEB qui désormais connaît son adversaire. Bon, même si le nom du club n'est pas encore connu, mais on sait que l'adversaire sera libyen. L'adversaire sera libyen à cheval entre la Benghazi et Tripoli. Donc, normalement, hier déjà, nous aurons le dimanche déjà, nous aurons, Dadier devrait être déjà situé sur son adversaire de façon formelle, mais le match décisif qui devrait opposer ces 2 clubs, Al-Hilal et Al-Ali de Tripoli, le match n'a pas pu avoir lieu pour pouvoir décider de qui sera le premier, parce que c'est le premier qui va pouvoir rencontrer l'équipe béninoise, et je veux nommer Dadier FC. Mais cette rencontre n'a pas pu avoir lieu pour faute de VAR. Parce que voulant jouer au clean jeu, les dirigeants libyens ont voulu que cette rencontre soit jouée dans des conditions optimales avec comment on appelle l'implication de la VAR, pour que l'arbitre ne soit pas l'héros en quelque sorte. Donc cette rencontre est programmée pour se jouer le mardi. Donc on attend vivement ce club qui sera l'adversaire de Dadier. Mais il faut le dire, Dadier n'a pas besoin de connaître déjà son adversaire avant de pouvoir se préparer. Mais c'est ce que nous constatons malheureusement par ici. Dadier, attend d'abord l'adversaire. Et mieux. Est-ce que Dadier a déjà un plan pour pouvoir commencer sa préparation? Ça va très vite, hein, déjà en septembre, bien août. Déjà en septembre, les rencontres sont déjà programmées et la CAF déroule son calendrier, mais par contre, nous sommes dans un pays où l'improvisation est la chose la mieux partagée, dans ce pays où Dadier, l'équipe championne, mais qui n'a pas actuellement, avec ce club, n'a pas encore déjà la matière première qui sont les joueurs. Ils sont où les joueurs? Les joueurs sont la majorité qui a joué le championnat pour être champion
sont en fin de contrat, donc il n'y a plus... Les contrats n'ont pas été renouvelés. Il n'y a plus un contrat qui lie les deux parties, donc les joueurs sont là et sont disposés à signer pour les clubs, d'autres clubs qui désirent vraiment les enrôler. Est-ce que cela augure d'une bonne participation du Bénin? Pour ne pas être un oiseau de mauvais augure, je ne veux pas m'aventurer sur ça, mais si tu es objectif, tu dois t'attendre à ce que Daguerre ne fasse pas mieux que ses précédents. Coton et Buffle par le passé. Parce que nous n'avons pas, dans notre histoire, nous n'avons pas encore une équipe qui a participé à la Ligue des Champions. Outre les Dragons dans les années 90, où on ne parlait pas encore de Champions League. Oui. Donc, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que d'ailleurs, je sais pas, moi, ça me pose problème de savoir que nous sommes toujours dans un pays où on improvise. C'est à la fois... À quoi bon alors de se battre pour devenir champion et rien que pour... On était comme le disait l'autre, on n'est pas champion qui veut, c'est qui peut. Mais à moins d'un mois d'une compétition, on nous dit que l'équipe n'a même pas encore 5 joueurs. C'est bien grave. Et vous voulez, on veut affronter des équipes qui vont jouer mardi. Déjà, une équipe qui est en place, déjà, et qui va jouer d'abord. L'équipe joue depuis, l'équipe qui est en compétition. Le championnat est en cours. Donc, nous ne savons pas ce qui se fait au niveau de Daguerre. Nous demandons simplement aux dirigeants de faire diligence afin que ces petits problèmes... Ce n'est pas un petit problème, c'est un très grand problème. Et qui puisse trouver des solutions à ces problèmes. En tout cas, le coach Daguerre, Yaya Kone, lui il reste optimiste. Et vous lui avez donc tendu votre micro. En tout cas, il vous a répondu par téléphone. Donc, on va le suivre. Oui, bonjour Gérard. Bon, je dirais que mes impressions sont bonnes, dans la mesure où nous savons déjà que nous aurons affaire à un club libyen. C'est vrai que il reste encore de savoir lequel des clubs de Al-Ali de Tripoli ou de Al-Hilal de Benghazi nous allons rencontrer. Mais toujours est-il que déjà de savoir que notre adversaire sera un club libyen, et cela nous permet déjà d'appréhender tout le travail à faire en amont, et parce que pour nous il s'agit de vraiment porter haut et fier le drapeau béninois, parce qu'aujourd'hui Soneb Daguerre est l'un des représentants du football béninois, un des porte-flambeaux du football béninois. Nous représentons tout le club de football du Bénin aujourd'hui sur le continent, dans cette compétition continentale. Donc pour nous, il s'agit donc d'aller à cette compétition avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'envie. Mais tout qu'on fait, c'est deux grosses équipes libyennes. C'est des équipes qui, pour la plupart, constituent le statut, dont les joueurs constituent le statut de l'équipe nationale, de la sélection nationale du Bénin. Donc, c'est dit que ce soit l'une ou l'autre équipe, il va falloir pour nous d'être sérieux, d'être vraiment professionnel, et cela déjà passe par une bonne gestion du club. Je veux dire par là qu'il va falloir que tout le monde, toutes les composantes ou tous les compartiments du club doivent vraiment jouer à fond leur rôle, à commencer par la SONEB, et en passant par la SONEB Sport, bien sûr en parlant du staff technique et des joueurs et des supporters. Voilà, je pense que c'est tous ensemble que nous devons pouvoir porter ce projet plein d'espoir pour tout le football béninois, parce que je pense qu'il est temps que le football béninois puisse franchir un cap, puisse franchir une étape dans son organisation, dans sa structuration, dans aussi son développement sportif, parce que aujourd'hui pour nous, nous devons avoir nous devons faire une très bonne représentation de ce football-là, en passant déjà le premier tour,
et pourquoi pas envoyer un grand pour la suite de la compétition. Voilà, je pense que voilà, avec tous les efforts consentis de l'État dans ce sport roi qui est le football, je pense que aujourd'hui le football béninois ou le club béninois doivent pouvoir suivre, je veux dire, ces grands clubs africains, essayer de franchir un cap, parce que comme j'aime à le dire, la santé du football d'une nation ne se juge pas qu'à travers les sélections nationales, mais c'est aussi à travers la performance, à travers la productivité des clubs qu'on ressent le plus la santé du football d'un État. Voilà, il trouve que le Bénin, en tout cas, a les chances de faire bonne mine pour ces compétitions africaines, surtout son club d'Adjès. Ce qui est sûr, on sent un peu du pessimisme dans ce qu'il dit, mais il reste toujours positif que dans les heures à venir plutôt, quelque chose changera plus tôt. J'ai vu l'arrivée de ce coach au pays l'année dernière. Il était venu dans un environnement, si je me permets, très malsain de l'Adjès, où il n'y avait rien de potable. Mais il a pu faire cette magie et il a amené ce club à franchir le premier palier, c'est-à-dire les premiers tours préliminaires, avant de pouvoir tomber sur un adversaire plus coriace, je veux nommer Berkane, Renaissance Berkane du Maroc. Et ils sont tombés de façon très, très légitime, de façon comme on appelle normale, parce qu'ils n'ont pas pu faire la préparation pour, ils n'ont pas des éléments pour. Je ne sais pas si c'est dans cette dynamique d'Adjès encore, parce que l'année dernière, figurez-vous que d'Adjès a évolué, a participé à une compétition continentale avec moins de 18 joueurs. Si je veux être plus précis, c'est 15 joueurs. 15 joueurs. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que déjà, si vous avez 11 joueurs sur le terrain, ce n'est pas pour rien que ceux qui ont mis sur place cette discipline ont demandé à ce qu'on peut faire jusqu'à 5 remplacements. Voilà. Donc vous n'avez même pas... Donc vous vous privez volontairement de ces remplacements-là. Ils sont, je ne sais pas si c'est cette magie, ils pensent encore à... Ils surfent encore sur cette magie pour pouvoir... Du coach, je vais nommer du coach Yaya Kone pour pouvoir franchir encore l'étape de la Libye. Et dites-vous que si Dadjek parvenait à sortir les Libyens, il affrontera soit les amis du Togo, les Kara du Togo. Ou encore Berkane. Berkane qui sera encore sur leur chemin. Donc il y a du travail qui les attend, mais je sais pas. Yaya Kone, il est dans son rôle. Il doit être avant on ne jette pas les. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de baguette magique. On ne jette pas les armes avant d'aller au combat. Moi, je le trouve dans cette dynamique. Mais c'est inquiétant quand on parle de Dadjès, c'est d'abord une grande société béninoise, la Sonel qui est derrière. On ne dirait pas que les moyens manquent. N'est-ce pas là une volonté? Malheureusement, c'est ce que nous avons. Une malorganisation au plan interne. Malheureusement, c'est ce que nous avons comme retour. Nos recoupements nous font comprendre que Dadjès se dit qu'il n'a pas les moyens pour pouvoir engager des joueurs que des joueurs qui sont censés, comme on appelle, faut représenter, défendre vos couleurs. Si on parle de Dadjès aujourd'hui, ce n'est pas Dadjès, c'est la SONEP qui est là. Mais il faut que les responsables au plus haut niveau, je veux nommer même le président de la République, il pense à ce problème de Dadjès là, parce qu'il ne faut pas être société sportive pour être société sportive. C'est une très belle initiative gouvernementale de pouvoir impliquer les sociétés étatiques, les sociétés privées aussi dans le domaine sportif. Mais il faut avoir des gens qui ont comment on appelle, qui épouse le background de diriger vraiment, de conduire des hommes. Qui épouse cette initiative, parce que ça ne s'entend même pas. Ça ne s'entend même pas que nous ayons une équipe qui est championne, mais qui à moins d'un mois n'a même pas commencé les entraînements. Le coach, il a fait son planning qui était prévu pour démarrer le 28 juillet dernier.
Mais on lui a informé qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir commencer si tôt. On lui a programmé pour le 15. Le 15, nous sommes déjà à quelques jours, à la veille de 15. Mais et rien ne se dessine encore. Non, ils n'ont même pas les joueurs pour pouvoir commencer. Donc, en tout cas, c'est à la directrice de la société sportive de Dadje que c'est bien de penser à avoir toutes les disciplines dans une société sportive. Mais il faut d'abord avoir les priorités. Et ce qu'on a déjà, il faut pouvoir bien faire ça d'abord. Et la seule session que la société sportive de SONEP a actuellement, c'est la session football. Football, j'allais dire. Donc, il faut penser à ça et il faut mettre les moyens pour pouvoir avoir des résultats. Sinon, après, si ça cartonne, si ça ne marche pas, j'allais dire, on va mettre le temps sur les joueurs, sur le coach, le staff. On va le virer, on va dire qu'il n'est pas performant. Alors qu'il n'a pas eu les moyens pour faire son travail. Voilà. Et ça va décourager aussi les entraîneurs étrangers qui vont vouloir venir au Bénin. C'est triste. Venir souffrir au pays. C'est triste. Voilà. Et ça n'a pas une bonne image de notre pays. C'est triste pour le football béninois. En tout cas, on espère que d'ici le 15, d'ici 2 jours, ça va changer et que effectivement le 15, dans quelques jours, ça va démarrer donc la préparation du côté donc de Dadje FC qui est donc qualifié pour la Ligue des Champions au niveau africain. Merci beaucoup à vous, Giro Langanfin, pour votre expertise apportée donc à cette émission, pour votre en tout cas centre d'analyse et tout ce que vous avez pu faire pour nos chers internautes. Merci beaucoup. Nous allons maintenant recevoir notre invité du jour. Il est donc bosseur, donc direction les rings, avec un invité qui ne connaît pas dans la démesure. Oui, je l'avais annoncé en début d'émission sur ce plateau. Nous avons un homme qui incarne la détermination et la discipline. Clément Loko, boxeur béninois, 3 fois champion d'Afrique poids plume, qui prépare un combat attendu donc par ses fans. Il est avec nous, Clément Loko. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Bonsoir, monsieur. Avec les bosseurs, c'est comme ça on fait, on m'a dit. Voilà. On va parler un peu de votre actualité. Vous avez un combat qui s'annonce pour le mois prochain. Dites-moi d'abord en début, comment vous avez commencé tout ceci, vos débuts dans la bosse? Merci, monsieur le journaliste. J'ai débuté ma bosse à Godomé et au CG Godomé. Vous étiez élève ou bien c'est juste vous entraînez là? Non, je m'entraîne là-bas. Ok, d'accord. Il y avait un club de boxe? Oui, okay. Que je me nomme mon coach, qui s'appelle Monsieur Gounou Seydou, paix à son âme. Ok. Lors de son décès, il est parti. Bon, je n'avais plus personne à qui peut m'entraîner. Donc j'ai commencé par me chercher dans les clubs, de gauche à droite. Et par la grâce de Dieu, j'ai reconnu un monsieur qui s'appelle Adjudant. Il est monsieur Tchabinan. Il est au camp. Il est coach? Oui, il est coach au camp militaire. Et c'est par là que j'ai commencé ma carrière et amateurisme. Plusieurs fois champion du Bénin. Et en équipe nationale plusieurs fois. Et en 2019, j'ai laissé l'amateurisme et j'ai entré dans le professionnalisme, la boxe professionnelle. Oui, qui m'a fait beaucoup travailler. Mon premier combat, j'ai fait à Plakodji. C'est à la première reprise, j'ai fait KO. Et c'est par là que j'ai commencé mes parcours en professionnel. Et à la fin de 2019, on m'a proposé un combat contre un Nigérien. Et je l'ai battu à la 6e reprise. Ce qui m'a donné, au Bénin. Ce qui m'a donné la chance d'avoir initié dans le monde des ceintures. Et en 2020, ils m'ont annoncé, non, juste en 2019, après la fin de 2019, ils m'ont annoncé que je devais avoir un combat avec un Togolais
Et ce combat-là, ça serait un ceinture. Ok. Donc je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci. J'ai commencé par travailler de gauche à droite. Et vraiment, c'était pas facile. Et un homme m'a pris, et Franck, et il s'appelle Franck. Okay. C'est un DJ. Il a vu comment je m'entraîne, il m'a pris. Il m'a managé un peu. Et c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, si je suis champion d'Afrique, c'est lui. Donc il m'a poussé. Non, c'est pas à Godomé. De Godomé à Papa. À Papa, voilà. De Godomé sur les grands rings d'Afrique. L'histoire, vraiment. Et on vous surnomme la Panthère. C'est pourquoi la Panthère? La Panthère, c'est le nom de mon club. Ok. Le premier club, c'est ça? Le premier club. Comme le coach est décédé, je me suis dit donc, ce club-là. Pour immortaliser un peu le nom de ce club-là. Oui, ce club-là ne doit pas quitter. Donc, c'est ça qui. Avant, le club s'appelait Bibika. Ok. Bibika. Et père à son âme aussi, et M. Doreko a pris le nom de Bibika et nous, on a pris la Panthère. La Panthère. Donc, ce qui me dit aujourd'hui, maintenant, si je suis la Panthère, c'est le nom de mon club que j'ai pris en tête. Vous avez pris. Et ça me donne aussi la rage devant un adversaire de... La rage plus qu'un guépard, par exemple? Voilà. Plus qu'un guépard? Plus qu'un guépard, oui, c'est pas de la blague. Votre parcours est impressionnant quand on vous entend. Et quels ont été donc les combats les plus marquants de votre carrière? En tout cas, mon premier combat le plus marquant, c'était au Bénin ici. C'est un combat qui m'a fait pleurer, qui m'a fait couler l'âme. C'est contre un adversaire qui s'appelle... c'est un Ghanéen? Non, c'est un Béninois lui aussi. C'est un combat qui est serré, en fait. C'était où? C'était au stade d'amitié. Vraiment, c'était pas facile. J'ai gagné le combat, mais ils l'ont donné la victoire. Il s'appelle Mourou, voilà. Vous avez gagné le combat, mais on vous a donné la victoire, pourquoi? Oui, on a donné la victoire. Puis c'est bon, ouais, le Bénin, c'est le Bénin, toujours comme ça. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez gagné le combat? Moi, c'est l'attaque que j'ai faite sur l'adversaire, combien de coups je l'ai donné. Je connais, tu sais, si tu fais quelque chose, et si tu es dans un domaine, si tu travailles, tu dois connaître que tu travailles. Voilà. Donc de là, moi je sais que je l'ai battu. Et bon, ils ont donné la victoire. Moi, bon, ça me dérange pas. C'est ça qui m'a donné le plus. Ça vous a révolté un peu? Et que, bon, le combat qui m'a encore pris le cœur, c'est un combat qu'ils ont organisé à Togo. Avec PC, le gars là, il est fort. Un boxeur togolais? Un boxeur togolais. Dans quelle catégorie? Poids plume toujours? Poids plume, oui. C'était pas facile. On a terminé par point. Mais si c'était pas les pays étrangers qui ont venu, les présidents du pays étranger qui ont venu, même le combat là, ça va m'échapper. Puisque c'est dans le pays. Je ne devais pas faire un combat. Au Togo est gagné. Le Togo est gagné. Si je ne veux pas KO, je ne dois même pas faire un combat et aller au bout. Donc, ce qui m'a donné la chance, c'est qu'il y a le président de Version Kiss et Wabou qui est venu. Et c'est lui qui m'a donné la victoire là. Parce que le jour-là, c'était pas facile. Tous les présidents sont là. Ils m'ont applaudi. Et ce combat-là aussi m'a trop choqué. Je sais pas. Il y a un combat aussi au Ghana, Dogbeto. Les trois combats qui m'ont fait couler l'âme. Dogbeto au Ghana, j'ai tout fait pour que le gars aille au KO. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, il a pris la victoire sur moi. Ce combat-là aussi, ça m'a marqué. Bon, mais je rends grâce, je suis là aujourd'hui. Et si on doit faire un bilan en matière en tout cas de victoires que vous avez, de nombre de KO aujourd'hui, on peut les compter jusqu'à combien par exemple? Nombre de KO, nombre de victoires? En pro, oui. En pro, tous les combats que j'ai faits, j'ai juste un combat au Ghana qui m'a fait perdre. Sinon, les autres combats, KO, la victoire, pas KO, pas abandon, KO, abandon. Et quel est ton secret?
Mon secret, est-ce que moi j'ai des secrets? Mon secret, c'est le travail. C'est le travail. Déjà, des fois, je me lève à 2 h du matin, aller courir. Il y a des fois aussi les policiers qui m'arrêtent et qui me posent des questions. Et tu fais quoi à cette heure-là? Ils ne me connaissent pas. Donc, tu fais quoi à cette heure-là? Il dit, bon, je suis en train de faire le sport, il me fouille, tout et tout. Bon, rien. Déjà à 6 h, bon, je me lève, je me balade et un peu. Donc, moi, mon secret, c'est le travail. Le travail et tout. Voilà. Et que faire Clément Loko Lapente à environ 2 minutes d'un combat, par exemple, bien à 5 minutes d'un combat? Quel est le comportement que tu as? Est-ce qu'il y a des paroles? On connaît bien le béninois. Des paroles incantatoires que tu prononces, par exemple, pour mettre à terre tes adversaires, non, pour les mettre à KO? Vous savez, moi, mon parole, c'est le bon Dieu. Okay. Si je rentre dans un ring, je soulève ma main, je dis Dieu, tu es là, sauve-moi dans tout. Et vous savez, je me suis converti, on m'appelle Ali aussi. Ah, tu es musulman? Oui, donc pour entrer sur un ring, si je me rappelle des sourates, et couloir là, si je fais moins 11, bon, déjà ça me va déjà. Voilà un peu de protection, on peut dire. Je vous jure, et dans ça là, si je rentre dans un ring là, c'est automatiquement, ça vient sur moi aussi. Bon, il y a des fois, je fais 30 secondes de KO. Waouh. 30 secondes de KO. Il y a des fois aussi, il y a mon coach qui me dit, bon Clément, il faut te temporiser. Laisse l'adversaire travailler sur toi et puis bon, pour que les gens voient de quoi tu es capable. Voilà. Sinon, moi, j'aime pas faire trop de spectacle. Tu aimes aller vite? J'aime aller très vite et puis bon, le combat fini, je descends. Ça. Donc, j'aime pas m'amuser avec mon travail. Okay. Voilà. Et parlons à présent de ce combat à venir. Qui est ton adversaire? Mon adversaire, bon, pour le moment, c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen qui a fait beaucoup de combats. C'est pour une ceinture internationale, c'est ça, bien continentale? Pour aller dans une période, tu dois avoir un nombre de combats. Ok, d'accord. Aujourd'hui, maintenant, je suis dans le classement mondial. J'ai au moins plus de... Quel est ton rang actuellement dans le classement mondial? Oui. Ton rang dans le classement mondial? Mon rang, je suis à 7e. Ok, d'accord. 7e, oui. Donc, tu dois avoir un nombre de combats. Il y a un site qu'on appelle BossRed. Sur ce site-là, tout le monde, il y a tout, Python, et Ali, tous les bosseurs. Tous les bosseurs sont là. Tu vas là-bas, tu cliques, tu vas voir le nombre de combats que j'ai. Si tu n'as pas encore ce nombre de combats, ça ne peut pas te permettre d'aller affronter certaines ceintures. Donc tu te prépares donc pour aller vers je ne peux pas pour aller vers ce nombre de ceintures. Aujourd'hui, maintenant, je suis déjà classé au mondial. Mais moi aussi, moi en question, je veux plus un peu de combat sur mes trucs là, ça va me... Si je peux trouver un combat aux États-Unis, ça serait bon pour moi. C'est difficile d'avoir de combat, c'est ça? Oui. C'est difficile? Oui. Ah bon? Oui. Puisque si quelqu'un veut si un étranger, ou bien aux États-Unis là-bas, si on veut voir de quoi tu es capable, ou bien combien de combats tu as sur ton BossRed, c'est ça qui te permet. C'est ça qui te permet, au fait. Sinon, si on regarde, si tu as au moins 10 combats ou bien 5 combats, ça ne sert rien, quoi. Ok. Donc tu rêves des USA? Oui. Au moins, au minimum, je dois avoir au moins 19 combats sur mon BossRed. Et là. Actuellement, tu es à combien? J'ai au moins 13 combats. 13? Donc tu n'es pas loin des 19? Oui, non. Et le combat je dois avoir au moins plus, mais... C'est le minimum? C'est le minimum, quoi. Et le combat à venir aura lieu où? Au Bénin ou bien au Nigeria. Au Nigeria, oui. Ok. C'est organisé par qui? C'est organisé par un président le président Wabou. Ok. Le président Wabou, oui. Et comment tu te prépares alors pour affronter cet adversaire-là ghanéen? Moi, je ne peux pas du jour au jour, puisque le gars, il a plus d'expérience que moi. Celui qui a 28 combats sur son BossRed.
Puisque moi, je suis encore petit pour lui. Donc, je me prépare du jour au jour. Et de 6h à 7h, à 8h, bon, je suis déjà à la maison. À 16h, c'est à l'entraînement aux salles pour les conditions physiques et les techniques et tout, voilà. Et au-delà donc du sportif, il y a aussi l'environnement du bosseur que tu es, qui compte beaucoup, c'est-à-dire comment est-ce que en tout cas, comment est-ce que tu te gères au quotidien, est-ce que la psychologie ça va, est-ce que tu as tout ce qu'il faut, les soutiens de tes proches, des responsables du sport au Bénin, tout ça là, tu as ces soutiens-là, le ministère, et si c'est que tu as ce combat-là et qu'on t'accompagne? Pour le moment, je n'ai pas encore rencontré le ministre, puisque je dois aller le rencontrer, puisque ça va être 2 ans maintenant qu'il est venu. Mais tu n'as jamais rencontré? Non. Champion d'Afrique, 3 fois champion d'Afrique. Oui. Je suis en train dans le programme. Et tu as essayé combien de fois déjà? Non, je n'ai pas encore essayé. Pourquoi? Pour dire la vérité, je n'ai pas encore essayé. Puisque bon, j'avais essayé lorsqu'il est venu. J'avais essayé, mais les gens m'ont dit, comme il est venu maintenant, de ne pas aller le déranger, c'est ça? Donc je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas ici. C'est une question de drapeau national, hein? Oui. Même s'il vient 24 heures après, il est prêt pour se recevoir, hein? Il est là pour ça. Oui, bon, disons que bon, peut-être au lors du combat du mois prochain, je vais aller le rencontrer. Et puis, je pense qu'il faut le faire vraiment pour avoir le soutien du gouvernement béninois pour ce combat-là. C'est pour cela qu'on t'a invité, pour que tu puisses aussi parler de tes objectifs de carrière à venir. Voilà. On peut les connaître. À part aller aux USA, il y a quoi d'autre que tu rêves? Moi, mon rêve c'est USA. Mon rêve c'est USA. Puisqu'il y a des combattants là-bas. Il y a des combattants. Et puis si tu vas même là-bas, au moins un combat, ça, tu gagnes un combat là-bas, tu es à l'aise. Tu gagnes un combat et tu reviens dans ton pays au moins. Bon, le combat là te soulage quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, soulagement aussi, c'est aussi financier. Oui. Voilà, je comprends ce que tu dis. Donc voilà, moi, mon rêve, c'est aux États-Unis. En tout cas, nous, on te souhaite une bonne chance et une bonne préparation, une bonne concentration pour le combat à venir. Ramène juste la victoire. C'est d'abord ce qui va nous honorer, nous, chez nous, la victoire assurée. En tout cas, je voudrais lancer un message à tes supporters, ceux qui te soutiennent et t'encouragent. Oui, merci à tous et à tous. Merci à vous qui me soutiennent. Merci à vous qui croient en moi, ce que je fais. Et j'annonce aussi aux autorités, aux bonnes volontés, ceux qui aiment le sport, ceux qui aiment la bosse, à m'accompagner tous les jours. Puisque ce n'est pas facile, mais ce n'est pas à cause de ça qu'on va baisser les bras. Un guerrier ne lâche jamais. Une panthère. Moi, un panthère, je ne peux jamais lâcher. Voilà. Je vous promets, d'ici là, la ceinture WBC. Puisque c'est une ceinture qui est déjà dans mon rêve, que je rêve toujours. Que je dis, ce ceinture-là, c'est la plus grande, apparemment. Je vous jure. Et que ce ceinture-là, je dois le voir. Inch'Allah. Et je dois la ramener ici au pays. Et pour que tous ceux qui croient en moi et ceux qui ne croient pas en moi verront de quoi ils sont capables. Allez, beaucoup d'émotions à entendre la panthère promettre donc beaucoup de succès au plan sportif et aussi au plan de notre discipline boss en particulier. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup à vous, et Clément Loko. On fait comme ça, c'est la bosse, on fait comme ça. Merci à toi pour le passage. Merci également à Jérôme Langanfin d'avoir été des nôtres pour ce numéro de Matin Libre Sport. Merci à vous tous, chers internautes, pour votre fidélité à cette émission Matin Libre Sport. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et vivez le sport à fond sur Matin Libre Télévision. Bye bye.